Bonsoir à tous. Merci d'être là en distanciel et nous en présentiel en studio à la cantine. Je prends juste 30 petites secondes du début de conférence pour vous présenter la cantine numérique, qui est un espace de coworking à Nantes. C'est également une association qui vise à fédérer le réseau des entreprises du numérique et de l'innovation sur Nantes. Et donc, on propose plein de services à ses adhérents. On leur propose du coworking, de la log de salle ici dans nos locaux. Et on anime aussi toute une programmation tout au long de l'année sur divers sujets. On a fait le mois du design. En ce moment, on fait le mois de l'entrepreneuriat. Et on produit aussi certains gros événements comme le Web Today et les journées Tech for Good à Nantes. Et on est ravis ce soir de faire une collaboration avec UX Design Brest pour ce meet-up reporté et réorganisé malgré le confinement avec Nabil. Merci du coup d'être là. Merci au meet-up. Je vais vous passer le micro pour présenter votre activité aussi. Merci du coup Amandine. J'ai perdu le truc pour présenter. Je crois qu'on ne peut plus présenter, donc on va faire sans notre petite présentation qu'on avait prévue. Donc du coup, UX Design Brest, c'est une association qui est brestoise, qui il y a à peu près un an. L'idée de cette association, c'est une association qui est centrée sur la conception d'expériences utilisateurs. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter ou Meetup. L'objectif de l'association, c'est vraiment d'échanger, de partager autour du design et de l'expérience utilisateur. Ça a aussi pour but de démocratiser le design et d'animer du coup de base un réseau brestois. Avec le confinement, donc on parle plus d'un réseau un peu plus vaste que brestois. Et du coup, je vais laisser la parole à Camille pour continuer. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc comme l'a dit Flora, notre objectif c'est d'échanger et de partager autour du design. Donc ça prend plusieurs formes, soit de conférences, soit d'ateliers. En sachant qu'en ce moment avec le Covid, les ateliers c'est un petit peu plus compliqué, donc on organise plus souvent des conférences en ligne. Actuellement on recherche d'ailleurs des speakers. Donc si vous avez un sujet autour du design, de l'expérience utilisateur ou quoi que ce soit, qui vous tient à cœur, n'hésitez surtout pas à vous manifester, soit auprès de Flora, soit auprès de moi, sachant que, comme l'a dit, on a Twitter, on a aussi Facebook, donc vous pouvez aussi nous contacter via les réseaux sociaux. Et donc vous pouvez aussi venir faire partie de l'équipe pour venir faire vivre l'UX Design à Brest et un petit peu partout en Bretagne et ailleurs. Ou alors, on cherche des sponsors, parce qu'évidemment, là, ça coûte forcément de l'argent d'organiser certaines choses, d'organiser des ateliers, de louer des lieux pour organiser des événements. Donc n'hésitez pas non plus à sponsoriser l'association. Donc en ce qui concerne toutes les demandes de sponsoring, etc., ce sera auprès de Flora qu'il faudra s'adresser. En tout cas, on vous remercie. On vous invite à nous suivre sur UX Design Brest, donc Twitter, Facebook. On a aussi un groupe Facebook si vous voulez le rejoindre pour animer des discussions autour de l'expérience utilisateur et du design. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Nabil. Ah bah ça va alors, ok. Merci en tout cas à Flora d'avoir organisé ça avec la cantine ici. Alors je dis Flora parce que je ne connais pas Camille, hein, c'est pour ça, mais Camille y est aussi pour quelque chose. On devait faire ça il y a quelques mois là-bas. Moi j'étais déjà prêt à aller voir la mer, hein, enfin l'océan, mais ça n'a pas été possible. Donc puis là ça fait un bail que je n'ai pas venu à la cantine. Je suis bien content d'être là. Je vois que l'installation est de folie. Donc il n'y a plus qu'à produire un contenu intéressant. J'espère que ça sera le cas. En tout cas, tout est bien câblé. Donc, le comportement humain en 6000 interviews et quelques. En effet, je me suis amusé à compter depuis le début de ma carrière le nombre de personnes que j'interviewais en réunion de groupe ou en entretien individuel. Et grosso modo, ça fait ça. Donc, vous avouerez que depuis quelques mois, j'ai peut-être un peu perdu le fil, mais grosso modo, ce chiffre est quasi exact. Et malgré le fait que j'ai interviewé personnellement tous ces gens-là, eh bien, je suis toujours surpris parce que ils peuvent faire ou vous dire.
Donc, il faut savoir que l'être humain se contente de très peu parfois. Et à l'inverse, il a aussi plein de fantasmes, plein de paradoxes. On va en parler. Il faut dire que parfois son cerveau lui dit aussi hein, de faire telle ou telle chose. Donc, on verra comment ça fonctionne. Alors, j'ai une petite zapette, hein, c'est moi qui est le maître des slides, a priori. Alors, c'est là-bas. Hop. Est-ce que. Ah, la petite pétouille technique. Remarque qu'il faudrait que je la rallume, non? Parce qu'il y avait un petit. Ah, c'est bon. Ah, voilà, c'est bon, voilà, nickel. OK. C'est pas une petite machine qui va m'emmerder. Moi, je suis donc directeur d'études au sein du lab de l'agence Intuiti, donc agence nantaise. Et je suis aussi président de FLUPA, donc l'association qui regroupe les spécialistes francophones de l'UX. Donc, on a grosso modo une quinzaine d'antennes dans 4 ou 5 pays d'ailleurs. La plus grosse part se passe en France, bien entendu. Alors, on a dû aussi annuler hein, certains événements que nous menons tout au long de l'année. Les UX Days en sont évidemment l'étendard qui a lieu chaque année en juin. Cette année, ça n'a pas eu lieu, mais on se prépare pour en faire un l'année prochaine, bien sûr. On verra encore sous quel format, vous serez bien sûr informés. Vous avez quelques petits chiffres, enfin des nombres plutôt inscrits là. 2012, c'est la date de création du lab au sein d'Intuiti. 19, c'est le nombre d'années depuis lesquelles j'observe et j'analyse le comportement humain. 6000 interviews, personnes interrogées. Puis 300, c'est grosso modo, c'est le nombre de projets sur lesquels j'ai pu être. Donc des interfaces et des users, j'en ai bouffé. J'en ai retiré certaines choses à dire. Alors, il se peut que je vous montre des dessins que vous connaissez déjà, hein, des visuels que vous avez peut-être déjà vus. Si on parle déjà en préambule d'expérience utilisateur, c'est ça aussi, hein, travailler sur le comportement humain. C'est clair, vous avez bien un user ici à gauche, un utilisateur. Vous avez le produit hein, et l'interface sur un vélo, c'est quoi? C'est la selle, c'est les pédales et le guidon. Et est-ce que va vivre la personne? C'est ça l'expérience, en fait. Hein, parce que les petits cœurs, c'est important. Donc là, il y en a. Et c'est comment elle va vivre l'usage qu'elle a de telle ou telle chose. Et c'est ça que moi, dans mon métier, j'essaie de bien comprendre et j'essaie d'adapter en tout cas de conseiller les entreprises pour qu'elles proposent des expériences qui correspondent aux attentes, bien sûr. Un petit post-it hein, d'une étudiante de l'école de design de Nantes Atlantique. J'aime bien parce qu'il résume pas mal la chose finalement. Hein, penser aux besoins des utilisateurs. Il faut vraiment être dans cette démarche-là hein, pour analyser leur comportement. Quand on conçoit des expériences, alors on dit expérience, mais ça peut être service, produit, application, interface ou quoi que ce soit d'ailleurs. Et c'est pas que du numérique. Hein. J'ai fait pas mal de tests sur d'autres choses. On verra d'ailleurs un exemple ou plusieurs exemples qui ne sont pas liés à une interface numérique. Un autre visuel que vous connaissez peut-être, mais ça, il est structurant, très important. Il y a bien sûr à gauche, hein, en bas, là, de ces 3 cercles-là, le contenu, ce que vous comptez proposer à la cible, à vos utilisateurs. C'est ce que vous maîtrisez vous, donc c'est logique que ce soit surtout celui-là qui soit le plus détaillé possible. Grosso modo, les entreprises pensent à l'utilisateur, mais elles ont parfois une vision limitée de lui. Et surtout, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le contexte. Quand on pense à l'offre de restauration, du déjeuner par exemple, vous imaginez bien qu'être au restaurant ou être en train de commander avec une borne tactile dans un fast-food, ce n'est pas du tout la même expérience. Pourtant, au bout du compte, on va manger. Hein. On va mettre des choses dans notre bouche, mais la manière dont on va commander, dont on va se servir et chercher l'offre n'est pas du tout la même. Et le contexte n'est pas la même. Et donc, quand on crée une expérience, c'est ça qu'il faut observer. Et le comportement de l'utilisateur, il n'est pas tout le temps pareil en fonction du contexte, bien entendu. Typiquement, là, je vais peut-être enlever mon masque dans pas longtemps parce que le contexte de l'événement fait qu'il n'y a personne devant moi, à part Corentin et Amandine hein, qui animent et qui sont là et qui font que ça peut se faire ce soir. Alors c'est vrai que d'habitude, je préférais venir en tout cas et pas faire ça de chez moi parce que je fais démouliner avec les bras généralement et j'essaie de vivre un peu la chose. Sur ma chaise chez moi, ça aurait été un peu plus compliqué, mais le contexte n'est pas le même en tout cas. Donc je vais essayer de faire comme s'il y avait du monde, mais automatiquement, quand je dirai des trucs qui sont un peu marrants, c'est sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de rire dans la salle, mais on fera avec. Bon. Voilà pour le contexte. Donc
on va parler d'abord d'a priori et de paradoxes, des choses que j'ai pu entendre 1000 fois ou qu'on peut, sur lesquelles on peut simplement s'arrêter en disant bah oui, c'est comme ça que ça marche. Et puis après, on verra comment justement on peut aller observer l'utilisateur, comment on peut aller choper les motivations qui se cachent derrière le comportement. J'adore celle-là aussi. Vous ne savez pas à l'avance ce que l'humain va faire. Ça, c'est un principe, c'est clair et net. Qu'on soit au niveau professionnel ou qu'on soit à un date aussi, une première fois avec quelqu'un, vous ne savez pas comment ça va se passer. Vous ne savez pas si vous allez transpirer, vous ne savez pas si en face de vous, la personne va sourire ou pas à chaque mot que vous allez dire. Vous ne savez pas à l'avance ce qui va se passer. Une entreprise vis-à-vis de ses clients, c'est pareil aussi. Alors, elle va emmagasiner pas mal de data, mais il y aura toujours certaines interrogations. Ici, vous avez un exemple tout simple. Ce que vous voyez peut-être là à l'écran, c'est une consigne qui a été donnée pour un devoir d'écolier. La consigne, c'est colorer la moitié des voitures en rouge. On aurait pu penser que sur la vingtaine de voitures, l'enfant aurait colorié entièrement 10 voitures sur 20. Et bien là, c'est pas ce qu'il a fait. Il a pris la moitié de chaque voiture et il a colorié chaque voiture, mais uniquement la moitié. Dès que vous avez une consigne polysémique, il faut s'attendre à ce que potentiellement les personnes en face ne font pas ce que vous voulez, ne comprennent pas ce que vous voulez. Et donc, ça peut être un souci. Vous avez l'enseignant qui dit c'est une bonne réponse, mais ce n'est pas exactement ce que j'avais demandé. Eh bien, si, c'est exactement ce qu'il avait demandé. La manière dont est formulée la consigne, c'est exactement ce qu'il a demandé. Donc, quand l'étudiant ou l'élève fait ça, eh bien, il a bon, en fait. Il y avait plusieurs manières de réaliser la tâche. Autre chose aussi qu'on peut constater, c'est a priori sur les seniors qui seraient technophobes ou en tout cas ou techno-neutres, en tout cas pas moteurs de projets numériques. On avait testé il y a quelques temps un Serious Game pour la SNCF, donc c'est pour l'interne, pour les employés, pour les agents. Et on a pu constater au final que les seniors, en tout cas les seniors, les agents les plus âgés, c'est eux qui avaient beaucoup plus joué le jeu, c'est qu'à de le dire, qui avaient beaucoup plus participé dans le challenge à travers ce Serious Game, qui était notamment sur la sécurité, parce que la sécurité est un élément primordial pour la SNCF quand elle fait rouler ses trains, bien sûr. Et donc, dans les différentes équipes qui avaient été faites, c'était les personnes les plus âgées qui avaient joué le plus. Alors d'habitude, je demande à la salle, à votre avis, pourquoi. Alors vous pouvez remarquer, vous pouvez répondre aussi sur la partie de droite, sur le chat. J'avais demandé pourquoi, à votre avis, ce sont les seniors qui ont, enfin les agents les plus âgés qui avaient le plus utilisé cette application de Serious Game. Alors si je m'approche un peu pour voir les réponses, je ne sais pas si vous avez une idée de pourquoi ce sont les seniors qui ont le plus participé et pas les plus jeunes. Alors, en effet, contredire les stéréotypes, il y en a qui seraient bien câblés pour faire ça. Ils n'avaient pas plus de temps que les plus jeunes. Ils ont on va dire des horaires qui sont identiques, quel que soit l'âge. Les seniors seraient plus curieux que les plus jeunes. Ils sont plus sensibles à la gamification. Alors oui, mais pour quelle raison seraient-ils plus sensibles? Très peu d'appels à l'action, des consignes claires. Alors non, c'était pas lié à l'interface. Enfin, il y a une raison qui était un peu liée à l'interface, et puis il y a une autre raison plus sociale, on va dire. Alors l'envie de bien faire, on aurait pu tomber sur des agents qui sont là depuis 20 ans, désabusés et qui jouaient pas le jeu. Ben non, c'est pas ça qui a prévalu. En fait, il y avait deux raisons. La première, c'est que les plus âgés n'avaient pas l'habitude des jeux, en tout cas sur mobile, par ailleurs. Donc, il n'y avait pas de code de référence. Il n'y avait pas de quoi comparer. Donc, ce qui leur a été présenté était suffisamment bien pour être suffisamment interactif pour être utilisé. Donc, il n'y avait pas de comparaison éventuellement avec d'autres jeux sur mobile. Et l'autre raison, c'est pas nécessairement un attachement à la marque ou à leur employeur. C'est très personnel. C'est que c'était aussi pour montrer qu'ils sont encore dans le jeu finalement. C'est que bon, montrer qu'à 55 ans, on comprend ce qui se passe autour de nous, on comprend l'écosystème digital et on le montre comme ça. Voilà, c'est pour dire que malgré mon âge, je sais utiliser ce type de support.
Donc, vous voyez, hein, quelque chose qui est lié à l'interface, au fait qu'ils n'ont pas un background lié à ça, et puis aussi une envie de rester dans la course du numérique à travers ça. Donc, c'est les deux raisons qui nous ont été, en tout cas, déclarées lorsqu'on a fait cette étude-là. Alors, aussi, autre a priori, là, on va sortir du numérique, hein, est-ce que les prix bas suffisent pour susciter l'adhésion? Alors, on pourrait le penser pour certaines catégories de produits. Là, ce qu'on a pu faire, et on sait, alors là, on bascule hein, sur une autre catégorie qui sont les adolescents et les étudiants. Une marque importante hein, mondiale sur la fabrication et la conception de carton s'était dit bah, tiens, je vais faire des meubles en carton, notamment une chambre en carton. Donc, donc vous voyez à l'image hein, des tabourets, des tables, des chaises, etc., une penderie même, un sommier, un bureau, une bibliothèque. Et donc, avant de mettre ça sur le marché, on a fait des tests auprès donc, des lycéens qui n'avaient pas encore leur chambre d'étudiants, des étudiants et des parents, qui sont évidemment aussi pour partie ceux qui financent ce type d'achat. Et là, on s'est rendu compte que le positionnement prix, hein, grosso modo 2 fois moins cher qu'IKEA, pour meubler sa chambre, n'était pas suffisant. Et il y a quelque chose qui est ressorti très fortement, c'est que généralement, quand on va tester un nouveau concept, alors ce n'est pas nécessairement nouveau, mais ce n'est pas commun en tout cas en France, on travaille sur les évocations spontanées. C'est quand je vous dis ça, à quoi vous pensez, à quoi vous l'associez. Bah, là aussi, je demande généralement, à votre avis, quand j'ai dit le mot carton, qu'est-ce qui s'est passé? À quoi les personnes ont pensé? À votre avis, alors, un carton, à quoi vous l'associez spontanément? Bas de gamme, cheap, ouais, ouais, quoi d'autre? Le mot fragile, les colis, fragile, poubelle jetable, ouais, déchets, il y a pas mal d'évocations négatives, c'est très très bien. C'est très très bien. Déménagement, ouais, moche, voilà. Et oh là là, il y a pas mal de choses qui ressortent. Vous voyez bien qu'on est sur le négatif là. Et quand on est, alors recyclable, là, c'est un peu plus positif éventuellement. Quand on est sur ces évocations-là, le client se rend compte que, waouh, en fait, les personnes vont partir de très loin. Le très loin, c'est quoi? Quand on pense des cartons, c'est en effet, principalement, les gens ont pensé déménagement et surtout, ils ont pensé SDF. Et quand les gens ont ça en tête et que vous êtes l'entreprise qui propose un sommier en carton et vous dit je vais faire dormir les gens là-dessus, vous imaginez bien que si les gens pensent SDF, ça ne va pas du tout le faire. Et donc, c'est se dire, il y a des choses qui dépassent en fait le mix marketing. C'est-à-dire que vous allez faire, bon, ok, il y a un prix qui est pas mal, je package telle et telle offre, je définis mon réseau de distribution, je définis un prix, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Et on se rend compte qu'ici, les traits d'image associés à ce produit-là fait que le client n'avait pas imaginé tous les efforts qu'il devait faire pour faire venir la cible à ce produit-là. Ça a été un no-go en tout cas de notre part après avoir fait cette étude. Et puis on s'est rendu compte que le client a changé de braquet ensuite. Et puis aussi autre chose, hein, c'est quand on disait aux participants lors de l'étude, ben, vous savez, même si ça s'abîme, eh bien, on leur disait, on peut remplacer tel ou tel meuble si jamais il s'abîme. Et spontanément, qu'est-ce que nous disent les personnes? Ah bon, donc donc ça va s'abîmer. Donc, vous voyez, c'est transformer un effet bénéfique lié à l'offre en point négatif. Donc là aussi, attention à comment les personnes vont évaluer ce que vous leur proposez. Autre exemple que j'adore, alors ça c'est assez structurant, notamment sur aussi comment on va utiliser les ressources au sein d'une entreprise. On pense beaucoup que il y a le fantasme du self-care. On pense que les personnes au bout de leurs 10 doigts sont tous devenus des super-héros avec le téléphone et le digital. On peut faire plein de choses. Bien sûr que ça arrange les boîtes de se dire ils vont être autonomes. C'est autant de ressources que je ne mets pas à disposition pour le faire. C'est eux qui vont le faire. Donc, on se dit que là, c'est un exemple d'un site de déménagement. On peut programmer en ligne sur déménagement. Grosso modo, l'offre, c'est commander une box en bois qu'on remplit. Et puis, c'est tout seul. Et puis après, elle est emmenée là où on veut déménager. Et donc, ils ont imaginé, vous voyez, un parcours en 5 étapes qui a l'air assez simple, hein. Vous commandez, on vous confirme ça au téléphone, on vous livre, pour remplir la box, elle est après chargée et puis hop, réception chez vous, c'est votre nouveau chez vous. C'est très simple.
Sauf que ici, ils ont oublié que le cadre de référence, c'est pas ça, hein, c'est assez nouveau, c'est aussi en France. Et quand on prépare un déménagement, eh bien, il va se passer plein de questions qui n'étaient pas du tout sur le site, même pas sur les CGV. Ça, c'est toutes les questions que se posent les personnes. Il y en a 8, hein, d'un coup 8 principales qui sont arrivées. Vous voyez bien que, et notamment, quand je paye, c'est pas dit. Est-ce que je paye en ligne? Est-ce que je paye quand le conseiller m'appelle? Mais si j'ai déjà payé, à quoi il sert, lui? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va caler le rendez-vous, mais le rendez-vous, je l'ai peut-être calé en ligne. Et puis, si je me suis trompé, si j'ai mal évalué finalement le volume que j'ai à transporter, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux modifier? Voilà. Ici, à force d'être autonome, sur un principe qui est assez fun, parce qu'en plus, il y avait une vidéo qui montrait les choses de cette façon, vous avez tout d'un coup derrière, finalement, le besoin d'être guidé. Donc l'autonomie, attention à ce que vous proposez, il y a toujours besoin de l'articuler avec d'autres canaux un peu plus classiques, hein, du téléphone, de l'email, mais tout faire en ligne, ce n'est pas nécessairement la panacée. En tout cas, en l'occurrence, sur cette étude-là, où on a interrogé une dizaine de personnes, eh bien, ça n'allait pas. D'autres exemples aussi où on nous dit ben moi j'aime bien les surprises, mais par contre si on m'envoie notamment sur les offres d'abonnement, vous pouvez recevoir une paire de bouteilles de vin sans savoir ce que c'est à l'avance, ou des livres, etc. Hein, c'est des box hein, auxquelles vous abonnez finalement. On nous dit souvent bah, j'aime bien être surpris, mais par contre j'aime pas qu'on choisisse à ma place. Le principe de la surprise, c'est justement qu'on choisisse à votre place. Donc là aussi, hein, qu'est-ce qu'on fait de ce paradoxe? Quel est l'élément qui est le plus important dans le discours qu'on entend auprès des utilisateurs qu'on interroge? Qu'est-ce qui les gêne vraiment? Donc là aussi, il faut aller au-delà de ça. Quel est le poids de chacune des attitudes? Quand il y a une dissonance cognitive, comme on dit, une incohérence entre deux attitudes contraires au sein de la même personne, il faut bien choisir de quel côté son cœur balance. Là aussi, on voudrait bien avoir une réponse personnalisée hein, sur une application de symptom checker. Par contre, on est toujours gêné de donner des informations personnelles. Mais dans ce cas-là, comment voulez-vous qu'une application qui est censée vous donner un diagnostic suite à la déclaration de symptômes puisse s'adapter à votre cas si vous ne lui donnez pas un minimum d'informations sur vous? Donc là aussi, il y a le discours de bon ton qu'il faut toujours décortiquer. C'est des choses que spontanément l'être humain va dire. Typiquement, bah oui, il faut donner son sang. Oui, 96% des gens le disent, mais 4% des gens le font, vraiment. Donc là aussi, il faut aller toujours au-delà de ce qu'on peut entendre spontanément et puis bousculer un peu les utilisateurs pour être sûr de la valeur des propos qu'ils nous disent, bien entendu. En tout cas, spontanément, il y a cette chose-là qui ressort. Les exemples que je donne, c'est vraiment pour illustrer hein, ces quelques fonctionnements que j'ai pu constater. Il y en a plein d'autres hein, qui existent. Je vous en ai fait qu'un extrait aujourd'hui pour simplement faire un éclairage. Certains pourraient considérer que ça manque de détails, mais il y aura les questions tout à l'heure auxquelles j'aurai plaisir à répondre, bien sûr. Alors, le principe de fonctionnement psychologique, il y en a un que j'adore, c'est le modèle mental. Si je vous demande à quoi ça vous fait penser, ça, ce que vous voyez à l'écran. À quoi ça vous fait penser? Ouais, c'est exactement ça. Voilà, vous avez un trou avec une porte. Ouais, Magritte, Charlot, tout à fait. Alors vous avez ce que vous avez répondu, c'est tout à fait normal qu'il y ait des choses qui soient identiques et d'autres très différentes. Certains sont dans la description, comme si j'avais posé la question qu'est-ce que vous voyez ou qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Là, en effet, on peut dire c'est un chapeau. Alors, c'est en effet un chapeau. Hein, je vais vous montrer la suite, hein, qu'est-ce que c'est vraiment. Et d'autres ont eu des descriptions un peu plus, des évocations spontanées liées à la culture, liées au fait que, vous avez lu des BD, vous avez vu des films, vous avez un parcours particulier. Le modèle mental, c'est vraiment tout ce qui fait ce que vous êtes et qui va vous aider à comprendre le fonctionnement de telle ou telle chose, ce qui vous permet de simuler ce qui va se passer. J'imagine que tout le monde a fait du vélo. En l'occurrence, si on vous propose un vélo qui est différent d'habitude, a priori, qui n'est pas le vôtre, vous allez savoir en faire parce qu'il y aura en effet un guidon, une selle et des pédales. Donc, votre modèle mental du vélo vous permet de prendre n'importe lequel et de l'utiliser.
Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très pratique. Alors en l'occurrence, c'est bien un chapeau, là, cet exemple-là. Alors vous n'avez pas trouvé en fait ce que c'était encore. Ça vient d'une affiche. Alors il y a un graphiste qui a modernisé pas mal d'affiches de films et pour chacun des films de ce héros-là, il a pris un seul élément, un seul objet symbolique selon lui du film et puis il a redesigné les affiches. Donc là, on est sur un chapeau d'un méchant. Breaking Bad, alors on ne me l'avait pas encore sorti celle-là, mais pourquoi pas? En effet, ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'il a un drôle de chapeau. Je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Mais c'est pas ça. Walter White, ouais, mais sinon son nom de narcotrafiquant. Orange Mécanique non plus. Alors c'est bien une référence cinématographique, mais c'est pas ça. Alors si je vous donne un deuxième indice, vous allez avoir deux indices et ce faisceau d'indices va normalement vous faire tous Heisenberg, c'est ça exactement. Tous tiltés. Il suffit que je fasse ça. Et normalement, vous allez tous deviner de quel film on parle, bien sûr. Tout à fait. Alors, donc c'est un James Bond. Vous avez reconnu l'intérieur d'un pistolet qui est devant au début de chaque film. Et lequel, après, là votre culture s'arrête peut-être là. En effet. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié j'ai une petite faiblesse dans le bras. Donc, en effet, c'est Goldfinger. Et c'est le chapeau du méchant, le gros bonhomme asiatique là, qui découpe tout le monde avec son chapeau, parce que dans cet objet, il y a en effet des lames acérées. Voilà, évidemment, le verre de martini, le titre du film, et puis le 007, là, tout le monde a compris. Vous voyez, votre modèle mental est différent parce que vous n'avez pas nécessairement vécu les mêmes choses. Là, on parle de devinettes sur une affiche de film, mais ça peut être sur plein d'autres choses. On va avoir des exemples très concrets que quand le modèle mental qui a été imaginé par le concepteur n'est pas le même que le vôtre, eh ben, parfois vous butez. Alors, le modèle mental, évidemment, c'est lié à la puissance des habitudes. C'est ça qui fait que vous allez faire tout le temps ce que vous faites. Ici, on a fait un test sur un paiement avec téléphone mobile sans contact. Ok, donc on va interroger des personnes en entretien individuel. On va jouer. Moi, je vais jouer à la marchande. J'ai une douchette et puis je vais scanner des produits. Et puis on a mis tout ça en place pour justement pouvoir. Donc j'avais un TPE et puis je demandais aux personnes, je demandais aux personnes si de payer avec leur téléphone. Donc il y avait une application qui était sur le téléphone déjà installée. Et puis je leur disais allez-y payer. Et là, on se rend compte que tout le monde. Alors, ce que vous voyez à l'image là, c'est la bonne manière de faire. Donc, on a le téléphone, on est face à l'écran du téléphone et on approche du TPE. La majorité des personnes interrogées ont fait l'inverse. Elles ont montré l'écran face au TPE. Pourquoi, à votre avis, il y a eu ce geste-là qui a été fait par la majorité des personnes quand on leur disait de payer? Alors, il y a de ça, en effet, Anne-Sophie. Alors, la carte bancaire, elle ne joue pas trop en jeu dedans parce que la carte bancaire, on peut la proposer de n'importe quel côté, ça marchera. Alors, en effet, c'est ça. C'est-à-dire que les personnes se sont dit, eh bien, le TPE, il va lire quelque chose à l'écran. Mais là, vous n'avez qu'une partie de la réponse, en fait. Elle se dit, voilà, je vais montrer au TPE ce qui se passe à l'écran parce qu'il va sûrement lire quelque chose. Mais pourquoi elles font ça? Pourquoi elles se disent que le TPE va lire quelque chose à l'écran? Eh bien voilà, en effet, réflexe d'orienter l'écran vers la borne pour faciliter la lecture, c'est exactement ça. Le modèle mental d'utilisation d'un mobile sans contact, c'est ça. C'est en effet le scan de billets de train dans le train ou au cinéma ou dans les aéroports. Donc le modèle mental de ce type d'interaction, c'est comme ça parce que je le fais déjà par ailleurs. Et quand on me montre quelque chose qui ressemble, eh bien je vais faire pareil en fait. Je ne vais pas chercher à savoir est-ce qu'il y a des différences ou pas. Ça ressemble, je puise dans ma connaissance. Ma connaissance c'est ça, et du coup je fais pareil. Sauf qu'en l'occurrence, ce n'est pas bon parce que toutes les informations sont sur l'écran. Et donc, quand on interagit avec le TPE, il faut voir ce qui se passe à l'écran. Et puis, en effet, un RFID, NFC et compagnie, les utilisateurs, ils se moquent de connaître la différence.
Et bien sûr que le signal passe de l'un à l'autre sans qu'ils se disent bonjour, en fait. Mais tout ça, l'utilisateur ne le sait pas. Et puis, il ne veut pas le savoir, en fait. Donc là aussi, c'est un bon exemple de le fait que le modèle mental, là, il va vous gêner, en fait, dans l'acquisition de nouvelles actions. Pareil pour ça, hein. Un site de réservation de camping en Picardie, la consigne, c'était trouvez-en un qui a qui a un mini-golf. Il y a 11 mini-golf. Il y a 11 campings en Picardie avec des mini-golf. Eh bien, quand les personnes faisaient la recherche sur le site web dédié à ça, ils tombaient parfois sur 11, en effet, parfois 7, 5 ou 0. Et là encore, ils sont allés, ils ont fait leur recherche sans se demander comment le concepteur du site veut que je saisisse le mot. Et pourquoi il y a eu des réponses différentes? C'est parce qu'il y a eu c'est parce qu'il y a eu des personnes qui ont écrit le mot mini-golf de façon différente. Un mot ou deux mots, avec tiret ou sans tiret. Et vu qu'on était sur une recherche full text, eh bien, le moteur interne du site est parti rechercher toutes les fiches des campings uniquement en recherchant le mot tel qu'il était écrit par la personne. Et donc, automatiquement, parce que les gérants de camping n'avaient pas écrit le mot de la même manière, les fiches ne ressortaient pas de la même manière. Alors, le dev, il a peut-être pas mal bossé, mais en tout cas, soit il y a eu un problème sur les consignes, hein, vu que c'est le CRT Picardie, là, Comité régional de tourisme de Picardie, qui fédérait les acteurs touristiques, soit en effet, il a peut-être mal fait son boulot en ne donnant pas les consignes pour tout le monde, pour qu'il y ait une charte identique, soit en effet, dans la base de données de requêtes, on aurait dû avoir mini-golf un mot, mini-golf deux mots, mini-golf avec un tiret ou 100 égale 11 résultats. Sauf que, bien sûr, vous pensez bien que l'utilisateur, il ne se pose pas la question. Il se dit mini-golf, ça s'écrit comme ça et j'y vais. Là, en plus, il y avait un champ de saisie qui pouvait aussi laisser libre cours à des orthographes différentes. S'il y avait eu un menu déroulant, avec un choix déjà rédigé, on peut penser qu'il y aurait eu moins d'erreurs. En tout cas, que l'accès à l'offre aurait été plus facile. Parce qu'au bout du compte, c'est quoi? C'est je me trompe, je ne trouve pas, je vais sur Google, évidemment. Et je considère que ce site ne m'apporte pas ce que je veux. Autre exemple sur Mappy, c'était pour tester une nouvelle rubrique. Donc, on a testé notamment le plan, la partie plan. La consigne, c'était vous devez faire un déplacement professionnel à Lille à partir de Paris. Eh bien, trouver un hôtel Mercure à Lille. Donc, la requête était assez simple. Toutes les personnes nous ont dit, mais je pars d'où? Comme ça, vous partez d'où? Peu importe, en fait. Bon, on est à Paris, là, on part de Paris, disons, voilà. Et toutes les personnes me demandent ça, en fait, alors que la consigne, elle était assez claire. Et je me rends compte que quand on sait que 75% du trafic sur Mappy, c'est de l'itinéraire, le modèle mental de ces personnes-là, c'est il faut un champ de départ et un champ d'arrivée. Il n'y a pas à tortiller, c'est ça dans leur tête. Et donc, automatiquement, la consigne a été un peu modifiée et il leur fallait 2 champs de saisie. Donc, quand vous voulez faire découvrir une nouvelle rubrique à des personnes qui font une monotâche, en fait, qui ont creusé un sillon des habitudes tellement profonds sur un site, ça va être compliqué de leur enlever les œillères. Et donc, il faut avoir des astuces pour glisser du contenu de la nouvelle offre dans leur parcours actuel pour essayer de leur faire comprendre qu'il y a d'autres choses aussi. À l'inverse, là, dans ce cas-là, sur page jaune, ils ont fait finement les choses. Ils ont donc le modèle mental d'utilisation de l'annuaire imprimé. Hein, pour certains, ils l'utilisent depuis 30 ans. En plus, la mise en page n'avait pas bougé. Bim, ils changent les choses. Ils ont tout un coup peur de perdre les utilisateurs qui restent et qui utilisent encore les pages jaunes. Il y en a plein, hein, mais il y a toujours l'angoisse dans un changement de risquer de perdre les personnes qui utilisent l'ancienne version. Et ben là, ils ont simplement gardé suffisamment d'éléments anciens, habituels, pour que la personne se raccroche sur ces choses-là et que ça corresponde au modèle mental qu'elle a d'utilisation de cet outil. Ils ont leur rajouté des nouvelles qui modernisaient, qui fluidifiaient, qui rendaient plus simple l'accès au contenu. Mais en tout cas, là, ils ont gardé suffisamment de choses anciennes auxquelles ils ont rajouté des nouvelles. Et l'appropriation, lors des tests, elle s'est faite en 5 minutes. Donc, quand on voit qu'en 5 minutes, tout le monde trouve ce qu'il faut versus des dizaines, parfois d'années d'utilisation, pour moi, le pari est gagné. Là aussi, autre élément, le ratio coût-bénéfice. On en fait tout le temps, ce ratio-là. Hein, c'est quels sont les efforts que j'ai à faire versus le bénéfice à retirer de tout ça.
Moi, je me suis dit que j'allais… bah tiens, j'ai dit que j'allais enlever mon masque. Je vais te le faire maintenant. Je me suis dit que j'allais venir ici à la cantine plutôt que faire ça chez moi parce que ben, je kiffe plus être debout, même s'il n'y a que 2 personnes face à moi. Mais je vois bien que dans vos réponses, il y en a beaucoup plus. Et donc, mon ratio était vite vu, hein. Me déplacer en confinement, risquer une prune, et je ne suis pas sûr que mon autorisation est valable ou pas, etc. etc. En fait, c'était des efforts ou un coût qui était faible par rapport au plaisir que j'allais avoir d'être là. Donc, mon ratio, je l'ai vite fait. Dans ce cas-là, on parle du tracking. On a fait une étude pour la FNAC pour analyser l'écosystème digital de la FNAC et site web, mobile, site web, application. Et quand on parle de tout ça, ben, les personnes nous disent ben, moi, j'aime bien le magasin aussi. Les questions. Donc, le magasin, bien sûr, il est aussi important. Alors certes, hein, ce n'est plus l'attraction d'il y a 20 ans où on allait le samedi après-midi tous en famille parce que chacun allait y trouver son compte. Ce n'est plus ça, mais ça reste encore en partie ça. Et donc une personne nous dit pendant les groupes, bah, moi j'aime pas que quand je vais à la FNAC à Nantes, là, on me dise bienvenue à la FNAC commerce, etc. J'aime pas être traqué. Bon, ok. Quand on dit ça, attention, souvenez-vous le discours de Bonton. Attention, donc en effet, personne n'aime être traqué. En plus, on ne sait pas quels vont être l'usage des données, qui, quoi, comment, ou ça. Bon. Par contre, mais il ne faut pas s'arrêter là, en fait. Il ne faut pas se dire, on va arrêter. D'abord, la personne aurait pu enlever les notifs, hein, tout simplement. Ça, c'est possible. Ou enlever l'application complètement. Mais quand je leur demande, très bien, imaginez que vous recevez ce même message, mais après, bienvenue à la FNAC aujourd'hui, vous allez avoir un message qui dit vous avez recherché il y a 2 jours sur notre site tel produit, mais vous n'avez pas finalisé l'achat. Sachez qu'il est dans cette FNAC-là, au 2e étage, et qu'il y a moins 15%, moins 15% sur le prix. Tout le monde me dit, ben banco, ça oui. Vous voyez, donc dès qu'on met un bénéfice lié à quelque chose, la perception peut changer du coût en fait, qui était jugé trop important au départ, alors que pas du tout. Moi, par contre, moi, ce qui m'a bluffé quand les personnes me disent oui, ok pour la promo, c'est qu'à aucun moment, les personnes se sont dit ah bah tiens, comment ils ont su que j'étais sur le site il y a 2 jours, enfin, comment l'application savait ça. Et c'est là qu'on voit qu'on est prêt à accepter pas mal de choses tant qu'en face, il y a une carotte qui existe. Donc ce ratio, en effet, il se passe tout le temps à nous, enfin, aux marques en tout cas, de savoir qu'est-ce qu'elles vont donner en échange pour obtenir telle ou telle chose. J'ai pas fait attention à l'heure, mais pour être sûr d'être dans les temps, je vais peut-être squeezer un petit peu ça. Il reste combien de temps, grosso modo? 15 minutes? 10 minutes? Je crois bien. Ok, ça marche très bien. Je vais passer ça alors. Ok. Non, c'est une page pour dire qu'on est tous fainéants, que quand il y a 2 modes de recherche qui sont présentés, même si l'un est innovant, on va toujours se rabattre sur celui qu'on connaît. Et c'est dommage parce que si le positionnement différenciant était dans le moteur de recherche innovant, ben on a raté l'expérience. Là aussi, je vais passer ça. Plutôt sur les guidelines méthodologiques, une fois qu'on a en tête ces types de comportement de l'utilisateur, le discours de Bonton, en effet, connaître le modèle mental, le ratio qu'il peut faire de telle ou telle chose, comment on peut s'assurer que on lui propose, enfin, ce qu'on va proposer correspond en effet à la manière dont il est câblé. Donc, bien sûr, hein, si chaque entreprise était pensée UX tout le temps, etc., on aurait des parcours et des expériences qui seraient mieux que ce qu'elles sont. Donc, la phase de research, évidemment, je prêche pour ma paroisse. Hein, moi, c'est ce que je fais depuis 19 ans. Elle est indispensable, ne serait-ce que pour être sûr que ce que l'entreprise propose à son client, en tout cas à ses clients, va être satisfaisante, recommandée, achetée, etc. Il y a bien un objectif de rentabilité et de bénéfice dans toute entreprise. Donc ça, il ne faut pas se leurrer. Certains y arrivent plus ou moins bien et la phase de research est importante pour en effet que les 2 parties soient gagnantes.
Alors sur la connaissance client, certaines sont plus ou moins équipées en outils ou plus ou moins équipées en connaissances. J'aime bien citer cette personne-là, c'est Tricia Wang, hein, qui est ethnologue et qui a travaillé pour Nokia il y a un certain temps, avant que Nokia perde en effet sa place de premier. Et elle est partie en Chine. Alors la photo que vous voyez, c'est à gauche, elle est en train de livrer des paniers repas sur des chantiers à Pékin, je crois bien, ou dans la grande banlieue. Et puis à droite, elle est endormie dans un web café où elle a observé en effet comment les personnes vivaient, quel était leur rapport à la technologie. Et c'est là qu'elle a dit en effet à Nokia à l'époque qu'ils étaient prêts à acheter un téléphone très très cher, juste avant que l'iPhone sorte justement. Et bon, bah, Nokia n'y a pas cru et on sait ce qui s'est passé après. Et elle, donc justement, elle popularise cet élément là, qui est la big data. C'est-à-dire qu'entre la big data, vous avez plein de données parce qu'il y a plein de capteurs partout, mais vous ne savez pas nécessairement quoi en faire ou relier les éléments entre eux. Et de l'autre côté, l'intuition hein, des directeurs market souvent ou des directeurs de l'expérience utilisateur. Eh bien, entre les deux, justement, vous avez cette capacité à épaissir les informations que vous possédez déjà, à relier des choses. Et donc, cet élément, cette donnée épaisse que j'aime bien, j'aime bien le principe, on va épaissir ce qu'on connaît de la cible pour aller justement sur des choses beaucoup plus réalistes ou en tout cas plus nuancées ou complexes. Elle a fait pas mal de TEDx, hein, pour retrouver ça sur YouTube. Et ouais, moi j'adore aussi ce concept-là et ce que j'appliquais depuis sans le savoir nécessairement. Et elle l'a bien exprimé et c'est bien marketé en tout cas. Ça fait effet hein, auprès des décideurs. Si on devait séparer les études, hein, le quanti d'un côté, le quali de l'autre. Voilà, si on devait demander à une personne dans un questionnaire quantitatif, ben voilà, comment vous avez connu tel promoteur immobilier, par exemple. Alors sur les questionnaires quanti, vous avez des questions fermées et ouvertes. Quand c'est ouvert, on peut écrire ce qu'on veut. Bon, parfois, c'est pauvre. Là, vous avez une mini-phrase avec deux propositions, on n'en sait pas plus. Par contre, en quali, ben on a tout ça. Vous voyez, hein, les mots en rose, hein, c'est ce que le quanti aurait dit, cliquer, puis appeler. Eh bien, en quali, quand on pose une question, voire deux, j'ai dû en poser une autre à un moment donné ici. Et on a tout ça, on a plein d'informations sur la psychologie de la personne, sur comment elle fait ses choix, et plein de détails différents sur comment elle se perçoit aussi. Hein, l'image de soi, alors, on aurait pu aborder plein d'autres choses sur la psychologie cognitive, les différents moi, le ça sur moi, les différents critères de personnalité qui jouaient là-dedans. Et le Kali, il vous permet de faire tout ça. Et puis, si vous pensiez à un web callback ou un formulaire, vous voyez ce qu'elle dit à la fin, hein, j'aurais pas donné mon email ou mon numéro pour être recontacté. Donc, j'ai eu la chance qu'il décroche. Quand elle dit j'ai eu la chance qu'il décroche, elle dit tout de comment elle se positionne par rapport à un promoteur. Alors qu'en fait, non, c'est l'inverse. C'est le promoteur qui a eu de la chance d'avoir une nouvelle cliente. Voilà, donc vous voyez un petit peu comment ça se passe quand on va creuser les choses auprès des personnes. Bon, voilà, il y a différentes méthodes hein, pour choper et recueillir la perception et le comportement des gens. Hein. Est-ce que vous souhaitez comprendre les choses ou les mesurer, avoir un premier retour ou approfondir, ou explorer ou simplement valider? Vous êtes en fin de process de conception et vous voulez valider. Bah, quand vous êtes à droite, ici, hein, que la production est presque finie, hein, c'est valider une maquette, c'est valider des choses qui sont déjà qui ont déjà été conçues. Hein. On commence à être sur des choses un peu plus figées. Et quand vous êtes au début, ben, c'est brouillon, c'est de l'exploratoire, c'est des pistes hein, qui vont être validées ou en tout cas creusées. Mais plus vous avancez et plus les choses vont être un peu plus figées puisque vous aurez décidé de certaines choses. Le recrutement est bien sûr hyper important. Au passage, là, les Monty Python, tout le monde aura reconnu, qui ont l'air à peine plus dingues que ce qu'ils sont en vrai. Et bien sûr, le recrutement, interrogez n'importe qui, vous aurez n'importe quoi. Ça, c'est très important. On parle du comportement de l'utilisateur. L'être humain, ben, si vous allez interroger des personnes qui ne sont pas dans la cible, tout ce qu'ils vont dire n'aura aucune valeur. Quand on est face à l'utilisateur, là aussi, eh bien, il a un comportement pendant l'enquête. C'est-à-dire qu'il a un comportement quand il fait des achats, quand il choisit telle ou telle chose. Il a des attitudes particulières quand il pense à tel ou tel sujet. Hein. En ce moment, voilà, il y a pas mal de choses qui se passent dans la société. Et face à vous, quand vous l'interrogez, le Kali, c'est pas que de la tchatch, hein, il faut savoir interagir avec l'autre. Donc voilà, il y a 6 guidelines hein, sur quelle ambiance mettre, en tout cas, quel contexte mettre quand on va recueillir l'avis des utilisateurs.
Mettre à l'aise, bien sûr, et le valoriser. Hein. Plus on va lui dire que ce qu'il dit est intéressant et plus ça va le faire parler. Hein. C'est ça, c'est un classique. Affirmer sa neutralité. Moi qui vous pose des questions, je ne suis pas là pour vous juger. Ce n'est pas moi qui ai conçu ça, mais vous pouvez dire tout ce que vous souhaitez. Les questions ouvertes, évidemment. Ça, c'est sûr que ça va être à privilégier. Hein, parce que si vous avez une question fermée, ça va être du oui-non. Ça va être une échelle d'accord éventuellement, ou ça va être un pré-choix qui sera délimité. Alors que le quali, c'est ça, c'est aller choper ce qu'il n'osera pas nécessairement écrire ou dire dans un choix. Donc ça, c'est très important. Un comportement attentif. Vous devez être presque schizophrène, notamment quand vous animez un groupe. Vous posez une question à une personne sur les 8, il faut voir comment réagissent les 7 autres. Ça peut vous donner des indications aussi. Le comportement dans un groupe, il est différent qu'en entretien individuel. Là aussi, il faut le savoir. On pourrait faire un autre meet-up sur comment interroger les gens. Jouer sur les signes non verbaux, là aussi, attentif, c'est voir ce que dit la moue de telle personne, alors qu'elle dit rien. Ben, on dirait quelque chose qui lui va pas pourtant. Bon, bousculer l'interviewé aussi, il ne faut pas qu'il vous bullshit, hein. Faut l'écouter, il faut lui poser des questions, mais encore une fois, la valeur des propos qu'il va vous dire, quelles sont-elles? Donc il faut toujours creuser, 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 creuser. Comme tout à l'heure sur le tracking avec la FNAC. Hein. Ah, j'aime pas être traqué. Ouais, et alors? D'accord, mais quand je te mets autre chose à la place, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, toujours aller un peu plus loin pour que la personne se mette à nu et puis dise réellement ce qu'elle fait en fait. Vous avez les. Oui, alors bousculer l'interviewé, c'est ça, c'est lui faire comprendre qu'il y a 20 minutes, elle disait blanc, puis il a dit noir. Alors c'est quoi la réalité? Ou les 5 pourquoi? Bien sûr. Mais comme tout à l'heure, vous me dites, ben oui, le téléphone, ils le mettent comme ça pour lire le QR code. Ça, c'est un premier niveau de réponse. Mais moi, je vous dis, mais pourquoi? Il y a toujours un truc derrière. Et c'est là que vous m'avez dit, ah ben oui, en fait, parce qu'on fait déjà ça par ailleurs. Voilà. Donc là, par mimétisme, c'était ça la réponse finale. On ne se contente jamais de la première chose qu'on entend. J'avais un truc sur le Manchego là, pour les questions ouvertes, mais on en parlera plus tard, parce que c'est trop juste. Sortez du cadre, ça aussi c'est important. Voilà, il faut improviser en groupe quand vous entendez des choses. Est-ce que les personnes ont vraiment ça en tête ou pas? Est-ce que c'est vraiment utile pour elles ou pas? Voilà, quand MSN, il y a 12 ans, voulait personnaliser sa page d'accueil, ils offraient plein de possibilités. Les gens disaient, ouais, c'est génial, mettez ça en plus, et ça, et ça, et ça, et ça. Quand vous faites des tests et que les gens adorent, là, c'est bizarre. Faut se méfier. Il faut vraiment se méfier parce que généralement, il y a toujours, enfin, on est bien critiqué et quand on nous dit c'est cool la personnalisation, mettez toutes ces fonctions dedans. Quand on a demandé mais est-ce que vous l'avez déjà fait aux 4 groupes, donc 40 personnes, tout le monde a dit non, on ne l'a jamais fait. Et pourquoi vous le feriez avec MSN? Là, personne n'a répondu. Donc, vous voyez, des choses qui auraient, on aurait peut-être au bout d'une heure, on aurait dit allez-y, MSN, c'est bon, go, mettez plein de ressources d'argent, puis créez plein de fonctionnalités. En fait, il y en a 3-4 qui vont suffire pour être intéressantes et puis et qui vont en plus avoir un impact positif sur l'image. Donc le reste, ce n'est pas la peine de le faire. Donc cerner le comportement humain, c'est aussi parfois downgrader ses ambitions et dire il a besoin que de ça et de pas plus. Sortez du bureau aussi. Le contexte, j'en ai parlé au début, le contexte est très important. Vous voulez interroger les gens sur une offre dans le train, allez dans le train. Commander son repas à bord, ça existe aujourd'hui sur l'application. Nous, on l'a testé il y a pas mal de temps. Tout de suite, vous imaginez bien que quand on fait un Paris-Nice et qu'on va tester en réel, quand on arrive au niveau de Valence et que ça commence à être encaissé, qu'il y a les collines, les montagnes, vous pensez bien, et les tunnels, qu'est-ce qui se passe? Quand on va appuyer sur le bouton commander et qu'on va payer, c'est là où on est dans un tunnel et c'est là qu'il n'y a plus de réseau. Et qu'est-ce qu'on fait? On recommande? Est-ce que ça a été pris en compte? Est-ce qu'on repaye? Est-ce que je vais être débité 2 fois? Plein de questions qu'on n'aurait pas eues en fait au laboratoire. Donc là aussi, le comportement humain, il s'analyse, il s'observe là où aura lieu l'usage. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce que font les personnes quand elles sont devant l'application et qu'il n'y a aucun contenu hors connexion qui a été prévu? En salle, en laboratoire, elles auraient dit c'est dommage, je ne comprends pas. Là, elles sont assises là dans le train et elles se penchent et puis elles font le wagon-bar, il est là, je me lève et j'y vais. Et bye bye l'application. Là encore, le ratio co-bénéfice. Le coût de rester sans réponse devant mon application avec un risque de payer 2 fois mon repas, au mieux, j'aurai 2 repas, mais sinon, il se peut que je paye 2 pour 1.
Et généralement, c'est l'inverse, hein, les promos. Hein. Tu payes un et tu en as deux. Donc là aussi, hein, le coût face à ça, il est supérieur au fait de se déplacer et d'attendre. Et là encore, pourquoi on parle d'application? Pourquoi on parle de cette fonctionnalité-là? C'est que la SNCF, elle a vu qu'il y avait une note mauvaise sur l'attente au bar. Bah oui, bien sûr, tout le monde va manger en même temps. C'est con, mais c'est comme ça. Et donc, on attend parfois 20 minutes pour un sandwich qui, dit-on, n'est pas super top. Ça, c'est un autre sujet. Mais quand elle voit ça, elle se dit, les gens n'auront plus à se déplacer, ils vont être contents, je fais une application. Mais si on n'a pas organisé l'expérience via l'application de manière positive, on va déplacer le problème en fait. Voire même, on va encore accentuer une perception de l'image d'un groupe qui ne sait pas gérer le numérique. Et ça, c'est encore pire. Sortez du brief aussi. Quand on est face à un matériel de test qu'on veut évaluer, parfois on se rend compte que les questions liées à ça ne sont pas les bonnes et on va essayer de se dire, moi j'anticipe telle ou telle chose qui peuvent ne pas aller, il faut oser aller les vérifier. Donc toujours challenger ce qui a été attesté au départ. Si je devais résumer, 3 choses à retenir. Alors j'en ai mis 3, mais bon, Wolverine, il avait 3 griffes, donc j'ai mis 3 choses. Hein. Il en aurait eu 4, j'aurais mis 4, hein, mais il y a 10 choses à retenir finalement. Donc, vous ne savez pas à l'avance ce que va faire l'être humain. Ça, c'est vraiment quelque chose d'évident. Vous n'êtes pas vos users. Parfois, vous-même, vous ne savez pas ce que vous allez faire, ou comment vous allez vous habiller demain, ou quoi manger. Donc, et avoir osé imaginer ce que vont faire des dizaines de milliers de personnes qui sont vos clients, ou millions parfois, c'est très ambitieux. L'utilisateur veut toujours aller au plus simple pour lui. On est très fainéant. Vous avez vu dans des images, on va couper sur un bout de pelouse, par exemple, parce que là, c'est plus court. Sur un site, on va aller là où on pense que là où il y a le contenu, où on va écrire mini-golf comme ça, parce que je ne vais pas réfléchir à comment ça s'écrit. Je l'écris comme je l'écris. Voilà. Donc, on va toujours au plus court. On ne va jamais chercher quelle est la logique du concepteur. Ça, c'est évident. Sauf quand c'est tellement innovant que là, je vais demander au mec, au vendeur, tu m'expliques comment ça marche. Mais sinon, non, je fonce tête baissée en fait. Et la troisième chose, l'être humain, il est pétri de paradoxes. Et donc, il faut chercher ses motivations, il faut chercher ses nuances. Il y a plein de choses qui se cachent derrière des discours, derrière des comportements. Parfois, on fait de l'ethno, hein, on met des caméras et puis on regarde comment il agit. Parce qu'entre agir et puis dire ce qu'on fait, c'est parfois totalement différent. Donc, autant observer ce qui se passe. Il y a Don Norman qui dit, hein, l'un des papes du design, hein, il dit que la seule manière de comprendre, c'est d'observer. J'ai envie de lui dire, non, Don, ce n'est pas la seule manière de comprendre le comportement utilisateur. Je n'ai pas encore rédigé un article pour lui répondre, mais on peut aussi poser des questions. On croise les méthodos. Voilà, donc les paradoxes, il faut savoir les identifier et puis, et puis les dégager quand il y a besoin. Quoi. Donc voilà, donc ça vaut le coup d'aller observer, comprendre, d'aller poser des questions. Ce n'est pas toujours gagné, mais ça vaut le coup. Bon, en tout cas, depuis le temps que je vois l'être humain, c'est une drogue qui vaut le coup de reprendre une dose, en tout cas. Merci. Merci beaucoup, Nabil. Merci, Nabil. Merci à tous aussi pour votre participation et votre réactivité sur le chat. C'était top. Ça fait du bien de vous sentir présent, je suppose. C'est vrai. On va pouvoir passer. On a une petite vingtaine de minutes, si vous voulez, pour pouvoir prendre vos questions. Je vais vous inviter à les poser dans la partie questions-réponses. Donc, normalement, sur l'écran, vous avez en bas Q et R. À bien réfléchir en posant vos questions pour éviter d'en faire 3 à la suite et bien la faire d'un coup. Éventuellement, à bien faire attention si on vous demande des informations complémentaires pour bien la comprendre. Et je vous invite à poser dès maintenant toutes vos questions. Nabil, il y en a déjà 2 si tu veux. Tu peux t'approcher et puis commencer à y répondre. Et moi, je reviens pour la petite coupure finale. Yes. Alors, la thick data, en effet, ce qu'on pourrait traduire par données épaisses, en gros, ce n'est pas uniquement le quali, mais c'est beaucoup du quali. C'est-à-dire qu'on peut avoir des quantités de données. Par exemple, typiquement une banque, elle peut très bien, elle a évidemment plein de données sur ses clients, mais que quand ils sont en interaction avec elle. Elle sait leurs dépenses moyennes, elle sait combien de fois ils retirent au DAB. Elle sait éventuellement les produits qu'elle a, elle connaît leur âge, voilà, elle a tout un tas d'informations, mais elle n'a pas les éléments contextuels autour de ces données-là qui vont expliquer en fait ses motivations, ses choix. Voilà pourquoi elle a fait telle chose, pourquoi elle utilise tel ou tel moyen de paiement. Donc c'est épaissir certaines informations qui vont permettre de mieux les comprendre.
en fait. Et quand on épaissit, généralement, c'est souvent par le quali, l'observation, l'interrogation, les interactions directes avec les personnes. Alors, l'intuition, quand moi je fais une étude, j'aborde différents types de secteurs et parfois je suis novice, enfin souvent je suis novice sur pas mal de choses. Quand on me demande de questionner, de faire des pré-tests de campagne, enfin de produits, non, de packaging, pardon, sur du produit anti-mousse pour enlever la mousse sur les toits. Bon, j'ai jamais fait, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas comment on va choisir ce produit-là, qu'est-ce qui est important. Donc, il faut partir beaucoup sur ses intuitions et c'est ça qu'on doit valider. Une intuition ou hypothèse, appelez-la comme vous voulez ou a priori, mais en tout cas, il faut avoir conscience que c'est qu'une intuition. Ça, c'est sûr. Et quand c'est le cas, c'est ce qu'on va vérifier après. Donc, partir sur une impression pour concevoir quelque chose, bien sûr. Essayer aussi de l'étayer par d'autres choses. On n'a pas toujours le temps, l'argent, etc. pour faire une étude. Mais en tout cas, il faut essayer d'avoir un maximum d'informations, croiser des sources d'informations pour étayer l'intuition, justement. Ouais, alors les entretiens à distance, ça c'est la grosse plaie, hein, c'est la grosse frustration pour moi. Parce que le non-verbal, il faut oublier, hein, on ne voit pas ce qui se passe. Après, sur l'intonation des voix éventuellement, mais alors que ça soit du téléphone ou Zoom et compagnie, moi j'aurais tendance à oublier, à oublier la caméra. Enfin, moi personnellement, quitte à ne pas avoir les personnes en face de moi et en plus quitte à économiser du flux de données en enlevant la caméra, je préfère me concentrer sur le son, sur l'interaction que je vais avoir avec elle. Et puis, ce qui me permet d'oublier aussi de faire attention à moi. C'est-à-dire que je peux me mettre les doigts dans le nez si je veux, elle ne me voit pas. Et donc, c'est me concentrer sur autre chose. Donc, pardon, excusez-moi, j'ai pas mis le micro. Donc, voilà, donc les entretiens individuels à distance, c'est pas un problème. Quitte à le faire, c'est plutôt par téléphone pour moi, se concentrer sur l'audio. Les groupes, c'est plus compliqué. Il y a de la gestion de qui veut prendre la parole, qui lève la main pour pas que tout le monde parle en même temps. Gérer un groupe en salle, s'il y a des contraintes, mais ça se fait. C'est toute une articulation, une gestuelle qui est complètement différente, les groupes à distance. Et puis aussi, il faut que des personnes soient suffisamment à l'aise avec le numérique pour accepter cette gymnastique. Et il ne faut pas que la gymnastique, elle pénalise le recueil d'infos. Donc les groupes à distance, autant des ateliers avec le client, avec le commanditaire, pourquoi pas, oui. Miro, Mural et compagnie, enfin il y en a plein. Autant avec les utilisateurs, j'avoue que c'est compliqué. Alors c'est surtout non, quand je dis ces 1000, c'est bien quali, hein, c'est bien ces 1000 personnes en face à face ou au téléphone interviewées, hein, parce que des études quanti j'en ai fait aussi, mais là ça passe à 400 1000 personnes assez rapidement, donc en une étude. Donc les 6000, c'est bien le comportement humain, c'est bien ce que j'ai vu en direct. Et que ça soit sur justement payé avec le téléphone sans contact, que ça soit des sujets sur la dysfonction érectile aussi, hein, c'est complètement tester un site là-dessus, ou en effet sur les produits anti-mousse de toit. Donc là, on est bien sur l'interaction avec des personnes et on voit tout de suite comment ça se passe entre ce que le corps dit et ce que la voix fait. C'est des choses différentes. Ouais, la voix fait et le corps dit. Enfin, j'aurais pu dire les mots à l'inverse, mais c'est vraiment ça en fait. Un empathe au potentiel. Le plus gros problème, si je comprends bien ce qu'est un haut potentiel, en tout cas si on a la même définition, parce que moi je vois ce que c'est, hein, bien sûr, le haut potentiel, il pourra être, son plus gros problème, ça va être de prendre du recul avec soi-même et avec ce qu'il va entendre. Moi, le challenge, chaque fois que j'ai un entretien, c'est OK, comprendre le comportement humain, ça veut dire qu'il va falloir comprendre ce qu'il me dit, il va falloir anticiper ce qu'il a dans la tête, c'est ce qu'il ne veut pas me dire. Donc, il va falloir que je m'oublie moi et il faut que je pense à l'autre. Et donc, je vais guider, je vais déjà avoir 3-4 questions d'avance par rapport à ce qu'il me dit. Par contre, il ne faut pas que je me laisse embarquer à 100% dans ce qu'il me dit en fait.
Il faut à un moment donné que je me dise, oh là, il y a un truc qui cloche, un truc qui n'est pas cohérent. Ou alors il me dit ça très bien, mais voilà, le recul que je vais prendre. C'est peut-être ça le plus gros souci pour un haut potentiel, c'est comment je vais prendre du recul par rapport à ce que j'ai un objectif et j'ai une analyse à faire, j'ai plein de contraintes particulières. Mais en l'occurrence, il aura tendance à se dire ce que la personne me dit, il y a peut-être des trucs intéressants à aller creuser. Ça, c'est un avantage éventuellement. Oui. Traiter les entretiens pour réaliser vos bilans, des outils efficaces ou qui font gagner du temps. Ça, c'est la question que j'ai à chaque fois. Non, il n'y a pas de. C'est ton cerveau. Hein. Il n'y a pas d'autres outils efficaces. Alors, en effet, des outils de lexicologie où on va éventuellement dire, bah voilà, il y a tel mot qui revient souvent, etc. Mais et alors, on met tout ça dans une moulinette et puis il va te dire que le champ lexical utilisé, c'est ça. Mais c'est pas ce qu'on cherche à savoir. Donc, entretien, pour moi, si on veut être efficace, hein, avant, on retranscrivait tout. On payait des personnes qui écoutaient la bande et puis hop, ils notaient tout. Maintenant, ce que je fais, c'est que quand je suis tout seul en entretien, je note sur mon timer, j'enregistre en audio et puis je regarde là où on est. Tiens, il dit un truc intéressant, je mets un mot-clé et je mets tiens, à 12 minutes 15, il a dit ça. Et ça me fait gagner du temps pour aller retrouver les verbatims qui vont m'aider dans l'analyse. Mais il n'y a pas de. Il n'y a pas d'outil particulier qui permet de sortir des thématiques, etc. quoi. Et puis merci pour votre remerciement. Et ma recherche, comment je la prépare et que je la structure je le disais, il y a challenger ce que vous demande le commanditaire, recruter les bonnes personnes, rédiger en effet un guide d'entretien ou un questionnaire ou un guide d'animation, toutes les questions que vous allez poser. C'est un déroulé d'une étude, quoi. Après, être hyper curieux. Alors, en effet, est-ce que l'empathe ou est-ce que le haut potentiel est curieux? On en parlait tout à l'heure. J'ai discuté avec certains et en effet, ils sont très curieux. C'est hallucinant d'ailleurs à quel point ils sont curieux de la vie des autres. Donc, c'est parfois très flatteur et on a une oreille qui écoute. Et voilà, et donc c'est le déroulement d'une étude. Hein. On challenge le client, être sûr de ce qu'il veut vérifier, le recrutement, le guide bien animé, et derrière l'analyse qui est la résultante de tout ça, quoi. Donc la recherche, elle est structurée par étapes importantes et sur un protocole qui est lui défini en amont et qu'on ne doit pas nécessairement beaucoup bouger. Si on a 15 entretiens à faire, c'est le même guide pour les 15. On va rajouter des questions potentiellement, mais on ne va pas modifier le protocole. Donc ça, la cohérence est hyper importante. Et qu'as-tu découvert en livre, podcast, vidéo récemment que tu nous recommanderais, Nabil? J'ai pas révisé ça. Puis en plus, je suis pas bon parce que j'allais vous dire, tiens, j'ai rédigé la préface d'un livre il y a pas longtemps, donc je pourrais vous le citer, faire ma promo, mais j'ai oublié le titre de ce livre-là. C'est rédigé par Liv Danton Lefebvre. Voilà. Après, les classiques, hein, vous avez le livre de Karine Lallemand aussi, hein, UX Design. C'est 30 conseils UX Design, il me semble, le titre. Alors, j'ai pas mis en effet dans la présentation des bouquins qui ne sont pas nécessairement récents, que j'ai pu lire et qui peuvent. Erika Hall aussi, c'est très simple, hein, Just Enough Research. Ça dit, le titre est très explicite, hein, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes pour choper de l'information et comprendre le comportement. Après, le site de Nielsen, il est pas mal. Il y a des contenus vidéo ou textuels intéressants sur plein de choses. Voilà, pour s'informer, ça c'est pas mal. Voilà, j'ai pas, là je vous dis, je suis assez mauvais là-dessus. Après, et puis les articles que je lis, je les mets en favori, etc. Mais j'ai plus souvenir exactement de quelle URL ou sur quel site j'ai pu lire ça ou ça. J'essaye sur mon profil LinkedIn d'argumenter, d'en parler ou de prendre du recul et de commenter par rapport à ce qui est écrit, à ce qu'ont écrit d'autres. Donc, sur LinkedIn, vous pourrez voir les choses. J'ai le sentiment que tu pourrais vite poser des questions bis par rapport à ce que tu observes et entends. Comment fais-tu pour ne pas manger trop de temps et louper ou passer à côté de quelque chose d'important? Alors ça, ouais, c'est l'un des enjeux. Moi, mon défaut, c'est les premiers entretiens, je déborde tout le temps. Tout le temps, j'ai envie de poser toutes les questions, j'ai envie de comprendre le sujet tout
tout de suite. J'ai envie d'avoir une vision claire et complète de la chose. Et puis l'être humain, il est hyper intéressant et généralement, je m'ennuie peu. Et donc, ça, c'est un danger. En fait, on a envie, on pose. Et puis la personne, si en face, elle n'a pas de contrainte horaire, elle oublie le temps aussi. Bon. Donc les premiers, ouais, on mange grave, mais après, on prend du recul et on est beaucoup plus fin dans ce qu'on va demander. On est plus concret, c'est plus rapide. Donc les premiers, j'avoue que je me limite pas. Donc j'ai plein de questions qui arrivent, j'ai plein de relances. Parce qu'un guide d'entretien, c'est des questions préparées, mais après on improvise par rapport à ce que la personne dit. Donc oui, à ce moment-là, ça peut aller loin. Au pire, quand c'est l'heure, on peut trancher dans d'autres questions qu'on ne posera pas parce qu'on a jugé que ce n'était pas important à ce moment-là. C'est hyper individuel. L'idée, c'est de choper l'information qui était pertinente à ce moment-là avec la personne. Et après, il faut gérer la frustration. Ça aussi, c'est une autre question. Il faut vraiment gérer la frustration. Dans ce métier-là, on voudrait passer 3 mois à faire une analyse. Non, ce n'est pas possible non plus, quoi. Est-ce que tu as fait de la recherche sur des personnes en situation de handicap cognitif et est-ce qu'il faut adapter sa démarche? C'est arrivé très, 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 très rarement. C'est une demande très, 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 très rare des entreprises. Ou alors, on ne m'a pas identifié comme étant capable de le faire. C'est en partie vrai parce qu'il y a d'autres agences ou entreprises dont c'est le métier de faire ça. Donc, je ne suis pas nécessairement le plus indiqué pour ça non plus. Mais quand ça m'est arrivé, en effet, c'était un protocole de test pour la SNCF, qui était le premier client du lab d'ailleurs d'Intuiti il y a longtemps, il y a 8 ans. Tester un nouveau process d'interaction sur les bornes interactives, les bornes jaunes qui sont au feu, les bornes jaunes dans les gares. Donc là, on a fait des tests avec des personnes non-voyantes, malentendantes. Et on avait même mis en place un protocole où il y avait un agent SNCF qui, vu que c'était une interaction par visio, on avait pris un agent SNCF qui, lui, était aussi malentendant. Donc, on avait un traducteur. Vous imaginez le test avec moi, l'enquêteur, donc moi qui suis enquêteur, la personne testée malentendante, dont les propos sont traduits par une personne en langue des signes. Et quand elle est en train de tester le nouveau système d'interaction avec la visio, il y a l'agent qui est là-bas en langue des signes et on me traduit aussi ce qu'il dit, etc. etc. Enfin, là, on est sur des protocoles qui commencent à être assez lourds. Mais c'est génial parce que j'avais jamais fait ça il y a 8 ans et on se rend compte que on ne peut pas être à la place de tout le monde. Typiquement, je vous disais ça tout à l'heure, vous n'êtes pas vos users. Quand on teste, et avec aussi des personnes qui sont en fauteuil roulant, vous n'êtes pas à leur place. Et les trucs tout bêtes vous échappent. Hein. Typiquement, on avait mis une tablette pour simuler l'écran de visio. Si vous ne l'inclinez pas comme il faut, la personne qui est du coup à ce niveau-là, elle ne voit pas. Et à l'inverse, si la caméra n'est pas inclinée pour des personnes qui sont en fauteuil roulant, l'agent qui va aider ne verra rien, il ne verra personne. Et il verra un bras qui fait « Oh, je suis là, je suis là ». Donc, en effet, ce type de population, si vous ne l'interviewez pas, vous ne pouvez pas imaginer en effet ce qu'elles peuvent vivre. Et donc, derrière, l'expérience proposée, elle sera à moitié bonne, quoi. Ou pas du tout bonne, d'ailleurs. L'anecdote la plus loufoque en entretien ou interview, on interroge des personnes partout. Enfin, on interroge des personnes sur n'importe quel sujet, dans n'importe quel endroit. Je vous parlais tout à l'heure du sujet de la dysfonction érectile. Bon, voilà, la personne est là pour ça, donc on en parle, quoi. Bon, bien sûr, c'est un homme qui va interroger un autre homme, tant qu'à faire, c'est un peu mieux. Et là, on est surpris, on connaît le sujet, enfin, je connaissais le sujet, on est surpris par la transparence des personnes, donc ouais, on avance, donc on pose des questions, mais hyper sensibles. Hein. La santé et l'argent, c'est les deux sujets les plus sensibles, hein. En tout cas, dans ce que j'ai pu voir en France. Donc voilà, comment on va faire. Un autre cas, c'est j'ai fait des interviews pour Mythique chez les gens, chez des jeunes filles en fait. Enfin des jeunes filles, des jeunes femmes quoi. Donc et après coup je me dis mais tiens oui c'est vrai. Enfin un mec qui va interroger une nana chez elle pour parler des mythiques et de relations amoureuses ou d'autres choses d'ailleurs. Waouh quoi. En l'occurrence les personnes, il y avait toujours une copine qui était là dans l'appartement au cas où. Bon. Voilà, c'est des choses comme ça. J'ai déjà interrogé des pros du BTP sur un chantier, hein, une planche sur 2 parpaings. Ah, c'est là qu'on fait une interview. Oui, c'est là. Donc, et on n'a pas de casque. Non, on n'a pas de casque. Ah, bon, voilà. Donc, on fait avec. On regarde au-dessus. Bon, il n'y a rien qui va nous tomber dessus. Ça va. Et puis, on y va, quoi. Bon.
Bon, c'était à Pornic, hein, face à l'océan, ça passe encore, mais donc voilà, c'est plein de trucs du genre. Et en effet, le premier interview sur un sujet, est-ce que c'est un crash test? Ben, si on se dit que c'est là où je pose plein de questions et que je déborde, oui, ça peut être un crash test et rapidement, mais c'est pas suffisant parce qu'il se peut que les personnes, ça fit très bien et que le guide passe très bien et que c'est les 2, 3, 4 personnes après où ça va pas aller. Mais on va quand même prévenir le client que le premier entretien, bon, on verra bien comment ça se passe. Surtout quand on n'est pas sûr au départ. Voilà. Comment le lab collabore avec les freelances communautés mis à disposition de ressources. Alors, c'est très rare qu'on nous. Alors, si ça veut dire louer parce que chez nous, on a une glace Santin, voilà, avec un micro, etc. Si la question est est-ce qu'on peut louer les locaux pour des tests, oui, en l'occurrence, plus trop en ce moment, mais bon, on a déjà fait des tests, hein, sur borne interactive avec des masques lorsqu'on était déconfinés. Et après, si c'est une question sur l'activité du lab qui parfois serait importante et aurait besoin de faire appel à des freelances, oui, ça arrive aussi, bien sûr. En ce moment, on a pas mal de demandes. Donc, et puis, si est-ce qu'on peut utiliser le Light Tracker d'Intuiti? C'est compliqué parce qu'il faut installer le soft sur un ordinateur. Donc, ça veut dire prêter notre ordinateur. Enfin, là, on commence à rentrer sur des trucs un peu plus compliqués. Voilà. Et puis on travaille sur Nantes et partout en France, hein, partout où il y a des gens. Donc il y en a tout territoire français. J'ai déjà fait des interviews auprès de couvreurs charpentiers dans la forêt après Besançon. Et on est arrivé en retard, on a loupé le TGV, donc on a dû trouver un hôtel, la dernière chambre avec mon boss de l'époque, etc. Bon, j'en aurais 1000 en fait. Ouvrir la réflexion à des sujets, projets, demander à alimenter la question peut-être. C'était pour qui? Ah oui, oui. Oui, oui. Bah voilà, donc du coup, j'essaie de traduire en live la question telle que je la comprends pour. Ah bah alors pour continuer à échanger, je parlais de Flupa tout à l'heure. Il y a un Slack, hein, qui existe, hein, UX Flupa. Je crois, je suis pas bon vendeur aujourd'hui ce soir. Il y a un Slack qui existe, hein, sur Flupa, où il y a différents channels et il y a notamment un channel sur Nantes. UX Nantes, donc ça, sur la communauté. Et puis la communauté Flupa nantaise, elle va organiser très bientôt un meet-up. Donc sur Meetup, vous tapez en effet Flupa à Nantes et vous allez tomber en effet sur la programmation qui est proposée, puis plein d'événements qui ont lieu. On essaie de rebondir nous aussi, comme la cantine et d'autres, hein, UX Design Brest aussi. Donc et il se trouve que voilà, moi je suis président en effet, c'est quelqu'un de la research, hein, qui est président de Flupa. Donc ça aussi, c'est pour moi un symbole. Il y a de plus en plus de monde au sein de la communauté, hein, qui est de la research aussi sur le X. Donc voilà, il y a le Slack, il y a le Meetup. C'est ce que je peux vous dire, hein, par rapport à ça. La vraie modification auprès des utilisateurs avec le confinement, est-ce que les gens ont changé de comportement? On a fait une étude, hein, sur la couture à domicile pendant le début du confinement, le tout début, en mars. Les personnes se lamentaient de ne pas avoir fait assez de stock de laine, voilà, et qu'elles se disaient que elles ne pourraient plus aller dans les magasins pour aller acheter leur laine favorite. Alors pour celles qui l'avaient déjà fait, elles commandaient en ligne. Les autres qui découvraient telle boutique, elles se demandaient. Puis la laine, le tissu, etc. C'est compliqué d'acheter à distance, hein, quand on n'a pas palpé en effet le produit. Voilà, je peux vous donner que des exemples de Cali, mais après, on a pu voir des données quantitatives sur oui, augmentation de machin, oui, baisse de trucs, les produits, les secteurs d'activité qui boostent le plus, etc. etc. Pour moi, c'est encore trop tôt, en fait. On a vu un boost de Zoom et tout. Voilà, c'est la première fois que je fêtais l'anniversaire de ma sœur à distance. Voilà, c'est une surprise sur Zoom. Ah oui, oui, il faut se connecter. Donc, elle sait qu'il y aura une personne. Ah ben, on était 10. Bon, ok. Chacun chez soi, bien sûr. Mais pour moi, c'est encore trop tôt pour voir des comportements vraiment significatifs évoluer. On va éventuellement voir à la marge des gens qui n'étaient pas web du tout le devenir, sur des comportements plus fréquents sur Internet, ça oui.
mais ça ne veut pas dire qu'on va passer du tout au tout, en tout cas en une année, c'est vraiment trop court. Merci beaucoup, Nabil. Ça va être l'heure. Merci à tous pour vos questions. Il en reste quelques-unes, mais on ne va pas avoir le temps de les prendre ce soir. Mais comme Nabil vous invitait à rejoindre UX Fluppa, par exemple, sur Slack, pour pouvoir continuer les conversations, et ben, je vous invite à le faire. Avant de laisser la parole à Flora pour le petit dernier message de fin, je voulais vous dire merci à tous d'avoir participé. Nous, on est très contents et très fiers de notre activité avec ce reconfinement. Et merci à tous d'être là. N'hésitez pas à envoyer des messages par la suite, que ce soit nous au Meetup, etc. On ne vous voit plus en vrai. Du coup, que ce soit le positif, les choses à améliorer, on ne les a plus en débrief de fin de conf. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des messages ou autres sur les réseaux, etc. pour nous motiver à continuer. Et merci beaucoup d'être venu et d'avoir bravé le confinement, etc. Et je te laisse la parole, Flora. Bah, merci beaucoup Nabil. Du coup, en ce qui concernait, j'ai vu qu'il y avait une question sur la vidéo. Donc, il y aura une vidéo de l'événement donc sur le compte de la cantine et sur le compte YouTube de UX Design Brest. En ce qui concerne le Slack de Fluppa, donc je pense que la cantine, vous allez pouvoir le mettre. Donc là, je suis en train de le chercher, mais l'accès au Slack, on le mettra un peu plus tard. En tout cas, merci beaucoup Nabil. Du coup, on a enfin pu faire cette conférence, donc c'est un plaisir. Et merci à tout le monde d'avoir participé.